Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, Yannick Berger pour Calreco. Dans cette série d'entretiens, les plébéiens de Calreco, nous désirons donner la parole à tout le monde, ou du moins à ceux qui ont des choses à dire et à redire, à ceux qui ont envie de donner leur point de vue sur le monde et sur le futur désirable ou non qu'ils imaginent. Vous aimeriez parler au micro de Calreco, envoyez-nous un mail et si c'est jouable, on se rencontre et on bavarde. Ok ? Aujourd'hui, c'est avec une jeune plébéienne, donc, que nous allons dialoguer. Du coup, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans. Je suis née dans le sud de la France à Sète et maintenant j'habite à Annecy. Souvent, j'aime bien, quand j'échange avec quelqu'un, savoir d'où il parle. J'aime bien connaître le contexte dans lequel la personne s'est construite, le cadre social, familial, etc. 10 ans de psychanalyse ont certainement influencé ma manière d'aborder les rapports humains. En tout cas, ça me permet de mieux me positionner. Ma situation familiale étant enfant, donc mes parents sont séparés quand j'avais 10 ans, 9 ou 10 ans, à peu près, j'étais en CM2. C'est pas quelque chose qui m'a spécialement affectée, enfin c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. Ça m'a pas vraiment affectée dans le sens où je me suis dit mes parents se séparent, c'est catastrophique. Donc voilà. Et par la suite, mes relations se sont un peu dégradées avec mon père. Je pense que c'était du changement autant pour lui que pour moi, donc ça a bousculé 2-3 trucs. Et moi, ça m'a fait prendre en indépendance aussi, parce que du coup, on changeait de maison. C'est des choses qui font quand même grandir, mine de rien. En plus, je suis rentrée au collège dans la même année, donc c'était beaucoup de choses nouvelles en même temps. Et par la suite, j'ai continué ma petite vie assez tranquillement. Avec mon père, ça s'arrangeait pas trop. Ça s'empirait un peu parce que comme je grandissais, je commençais à m'affirmer un peu plus, à affirmer plus de décisions, plus de points de vue qui n'étaient pas forcément en accord avec lui. Donc un peu compliqué. Puis de l'autre côté, j'étais confrontée à une façon de penser totalement différente avec ma mère qui était pas du tout la même façon de penser. Donc j'étais un peu entre deux choses vraiment différentes au moment où on essaye de prendre un peu une direction. Donc du coup, j'ai commencé à m'affirmer sur certaines choses qui m'ont éloignée un peu de mon père. Et puis, mais je le vois différemment maintenant, donc ça m'aide plus que ça me freine. Avant, ça pouvait avoir tendance un peu à me freiner parce que je ressassais beaucoup de choses et je me mettais beaucoup de choses sur le dos qui n'étaient pas à moi de porter. Et maintenant que je le vois différemment, ça m'aide plus qu'autre chose. Ça m'a rendue beaucoup plus indépendante, beaucoup plus autonome assez tôt, donc ça m'a permis de faire plein de choses. Donc ouais, maintenant je vois plus ça de manière positive, donc ça m'aide plus que ça me freine. Ce qui me vient comme question face à Marie, c'est à 19 ans, quelles sont tes aspirations ? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser ? Le monde dans lequel tu évolues te permet-il, selon toi, de faire des choix qui vont te permettre de t'épanouir ? Vers où veux-tu aller ? Est-ce facile ? Je sais pas trop vers où je veux aller. Je sais ce que j'apprécie plus ou moins et je sais ce que j'aime pas trop. Après, une direction vraiment tracée avec vraiment quelque chose où je me dis je sais que c'est ça que je veux faire, je sais pas du tout. Mais donc je teste plein de choses. Après, je pense que en tant que jeune, on nous facilite pas énormément les choses non plus. Je trouve que c'est assez compliqué de vraiment savoir ce qu'on veut en fait. Déjà juste la base, je trouve que avec l'école, le système actuel, c'est super compliqué on nous demande très vite de choisir une direction, ce qui fait que on n'a pas forcément le temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on aime vraiment faire, avoir le temps de chercher en fait. On nous pousse tout de suite à se diriger après le collège, il faut trouver un lycée.
Si t'es pas pris en général parce que t'es pas très scolaire, bah tu dois trouver une voie professionnelle pour être dans un bac pro, parce que c'est un peu plus facile d'accès. Donc ça te dirige déjà dans quelque chose, dans une voie professionnelle, sans forcément avoir pu tester avant. Après, bah, on nous bourre le crâne avec Parcoursup. Donc en fait, on n'a pas le temps de... Et quand on dit oui, je vais prendre une année pour réfléchir un peu à ce que je veux faire, mais tu vas pas arrêter alors que tu viens de passer le bac. Faut continuer, tu vas aller nulle part sans études. Donc c'est des choses qui sont pas très encourageantes et ouais, qui nous facilitent pas beaucoup, je trouve, la tâche, quoi. Ça pourrait être fait différemment, et je pense qu'on pourrait nous apporter beaucoup plus d'aide. Il semblerait, je l'ai souvent entendu dire et je m'en rends compte aussi autour de moi, que le rapport au travail qu'a cette génération de jeunes adultes est assez différent de celui que pouvaient avoir leurs parents, par exemple. Actuellement, j'ai pas d'emploi dans une entreprise. Je fais un peu des trucs de mon côté. Mais j'ai un rapport au travail qui est assez compliqué. J'ai du mal à tenir sur le long terme, encore une fois, dans ce système-là de... J'ai du mal à me dire que le matin, je me lève pour aller travailler pour quelqu'un qui sait même pas que j'existe. Ça me peine un peu. Ouais, c'est compliqué, surtout en tant que jeune, parce que c'est toujours un peu les mêmes emplois au final vers lesquels on se dirige. Quand on se dirige, je parle pour moi parce que je me suis arrêtée au bac, donc j'ai pas un bagage d'études qui me permet de faire non plus des choses de fou. Mais du coup, en fait, c'est le même schéma à chaque fois, quoi. C'est toujours pareil. Et puis c'est ça qui est la contradiction du monde du travail, c'est on demande des jeunes, mais quand on arrive pour postuler, on nous dit bah oui, mais vous n'avez pas d'expérience. Mais je fais mon expérience où ? Alors, du coup, je peux pas sortir, on me demande d'avoir un bagage d'études, on me demande d'avoir des diplômes, et quand j'arrive, rien qui se passe parce qu'on me demande d'avoir de l'expérience alors que je peux pas travailler. Donc, du coup, on se retrouve vite toujours dans le même schéma, quoi. C'est un peu démotivant. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. On peut travailler 10 ans dans une boîte et il ne se passe rien. Mais je pense que, pour ma part, en tout cas, pour m'épanouir dans mon travail, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de moi et que ce soit des choses que je crée par moi-même, parce que je n'arrive pas à m'adapter à quelque chose qui est déjà là, en fait. Après, je suis entourée de beaucoup de gens qui sont indépendants dans leur travail, donc je pense que je côtoie moins de gens qui travaillent dans des entreprises, etc. Mais je trouve qu'on a vachement cette envie justement de devenir indépendant, de plus dépendre d'un patron, de pouvoir gérer son business seul, de pouvoir vraiment monter quelque chose qui va nous rapporter plus tard, mais dans lequel on se sera investi pour nous, quoi. Quand je repense à l'insouciance de mes 19 ans, faut dire que j'étais particulièrement immature, mais je mesure à quel point ces jeunes adultes aujourd'hui font face à un monde très dur avec des tensions, une incertitude constante, un manque de sérénité face au bordel ambiant, ce qui est bien normal. Aucune promesse ne peut leur être faite par des politiques complètement déconnectées. Et ces jeunes ont déjà, à leur âge, la responsabilité de choisir entre se laisser couler dans un libéralisme incontrôlable à visée transhumaniste, ou de devoir eux-mêmes changer pour survivre au sein d'une civilisation d'ores et déjà en perdition. Voilà, c'est ce que je vois de ma petite lucarne à moi. Mais comment Marie se tient face au monde ? Subit-elle la dureté de notre société ? Je pense que c'est pas simple. Et moi, je le vis... Il y a une période où je le vivais un peu mal, la période un peu Covid, etc. Toute cette période-là, ça m'a fait remettre pas mal de choses en question. Et je voyais pas trop le positif. Je faisais pas l'effort de le voir, en tout cas. Et maintenant, je pense que ce soit autant dans l'épanouissement personnel ou dans l'épanouissement professionnel, c'est assez compliqué sans faire abstraction de pas mal de choses qui se passent, en fait.
Je pense qu'il faut fermer les yeux sur pas mal de choses. Enfin, moi, je sais que par exemple, tout ce qui est information, la télé, etc., du coup, on n'a pas de télé à la maison, mais ça fait du bien de pas être branché. Et franchement, moins j'écoute les informations, mieux je me porte. Parce qu'il y a des trucs, je sais que moi, ça m'atteint vraiment. Si j'en écoute trop, ça va m'atteindre assez rapidement. Donc ouais, je pense que si on fait abstraction de pas mal de trucs et qu'on se concentre vraiment sur soi, on peut arriver à s'épanouir pas mal. Mais après, je trouve que la France, enfin en France en tout cas, pour le milieu professionnel, quand on veut par exemple monter une boîte et vraiment devenir indépendant à 100%, surtout en étant jeune, c'est super compliqué. Je trouve que c'est super compliqué. Autant dans les démarches, que ce soit administratives, dans les financements, que dans l'accompagnement. Faut le faire quand même, de monter une boîte en étant jeune. Je trouve que c'est cool, mais il y a vraiment beaucoup de travail derrière et on n'est pas spécialement très bien accompagné. Et on ne nous facilite pas beaucoup les choses. Ok. Organisation sociale, boulot, dodo, conso, comment est-ce que toi, Marie, tu appréhendes ces choses-là dans le monde dans lequel tu vis? Comment tu te projettes, tiens, dans les 10 prochaines années? J'espère qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Franchement, j'espère pour tout, que ce soit notre génération, une génération déjà là et celles qui vont arriver, j'espère qu'il y a des choses qui vont bouger. Parce qu'on s'arrête sur beaucoup de détails un peu inutiles. En fait, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, en fait. Qu'il y a des choses qui sont là, qui sont déjà là, qui ont été là, qui bougent pas. J'espère que déjà le système scolaire aura changé. Ça, vraiment, mais je pense que c'est un des trucs qui me désole le plus et où j'espère vraiment que ça va bouger parce que on prépare l'avenir, en fait. Et on peut pas préparer l'avenir comme ça, c'est pas possible. Ça crée trop de, justement, on essaie trop de mettre les gens dans ce schéma de faut que tu trouves un travail dès que tu sors de l'école. Faut que après tu vas rencontrer quelqu'un, après tu vas avoir une maison, après ce schéma vraiment de la vie parfaite selon la société. Et ça, on nous le bourre dans le crâne super tôt. Et après, du coup, ça laisse pas la place justement à la recherche de ce qu'on aime soi. Et du coup, ça crée une société qui est vachement renfermée sur cette idée-là et qui se préoccupe pas de ses choses, sa vie personnelle, mais plus de la vie de la société, en fait. Tout le monde regarde ce que tout le monde fait, tout le monde juge ce que tout le monde fait, et personne ne regarde chez soi, quoi. Donc j'espère que ça va évoluer dans 10 ans. Il y a déjà, je pense, beaucoup de réformes à faire, que ce soit sur la façon les méthodes pédagogiques qui sont utilisées pour apprendre les cours. Ça fait 50 ans qu'on apprend les mêmes cours de la même manière. Faut évoluer, quoi. Il y a des manières un peu plus ludiques d'apprendre certaines choses, être plus attentif aux intérêts des élèves, juste leurs intérêts personnels, en fait, ce qu'ils aiment faire dans leur vie. Parce qu'en début d'année, on nous demande de remplir des petites feuilles avec ce qu'on aime faire dans la vie. Ça sert à rien, on le revoit jamais de l'année, le truc. C'est bien, t'as mis que t'aimais la danse, mais personne te calcule, quoi. Donc être plus attentif vraiment aux intérêts des élèves. Être plus attentif aussi, ça c'est un petit peu les sujets en ce moment, mais à la santé mentale des jeunes, parce que c'est très facile de voir un jeune qui se sent pas bien et de lui dire mais t'es en crise d'ado, ça va passer, quoi. Sauf que c'est quelque chose qui est pas réglé et qui impacte toute sa vie après et qui est pas réglé, quoi. Puis régler ça après, justement on est dans ce système où on prend pas le temps de le faire. Donc faire plus attention à la santé mentale des élèves, faire plus attention à leurs intérêts, être plus à l'écoute, en fait. Je ne connais pas les chiffres, je ne sais pas si les époques sont comparables. J'ai néanmoins la sensation que le secondaire, collège-lycée, en tout cas dans le public, est violent et que souvent élèves et profs sont démunis face à ces violences, à ces circonstances peu sereines. Je connais un peu le problème, j'ai une fille qui fait l'école à la maison après avoir été confrontée à cette violence. Je ne suis pas étonné donc par le retour de Marie sur ce sujet. Il y a énormément d'élèves en détresse émotionnelle. J'y suis plus. Donc j'ai plus la tête dedans, mais moi j'ai été concernée et j'ai beaucoup entendu cette phrase de « oui mais t'es en crise d'ado, t'es au lycée, c'est normal, ça va passer ».
Ouais, enfin bon, j'en ai eu pour encore 3 ans après et ça a été bien galère déjà de se rendre compte que même moi, bah non, je suis pas en crise d'ado, juste en fait là je vais pas bien et il faut de l'aide. Parce que seul un ado face au monde, on voit vraiment enfin, tout le monde a été ado dans sa vie, mais on est en pleine construction. C'est le moment où nos bases doivent être le plus solides et on part déjà avec des choses qui sont pas acquises. Mais ouais, c'est important d'être à l'écoute parce que vraiment, bah, du coup, je l'ai vu de mes propres yeux, le personnel scolaire, enfin, le corps enseignant, que ce soit les profs, que ce soit les CPE, les proviseurs, t'as beau envoyer des messages d'alerte, personne n'est là, quoi. Personne fait attention à ça. Et c'est super important. Mais j'étais pas la seule. On était plein dans mon lycée à être pas très bien. On est plein à avoir demandé de l'aide comme on pouvait. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Parce qu'un élève qui est pas forcément bien, il va pas aller de lui-même voir la CPE, il y en a, mais il faut avoir la force et le courage déjà de l'avouer à soi-même. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif. Et je pense que ce serait même cool que le corps enseignant, que ce soit même les surveillants, etc., qu'ils aient des formations juste pour être plus à l'écoute. Enfin, c'est de l'empathie, c'est un sens humain, mais si on peut former des gens, ma foi, ce serait pas mal. L'idée, c'est quand même, quand je rencontre des gens, c'est de discuter en amont avec mes invités pour tenter de poser des questions un peu pertinentes. Alors, c'était pas trop difficile avec Marie parce que je la croise assez souvent dans la vraie vie. Et il y a un sujet que je voulais aborder avec elle. Vous connaissez la maison, hein ? Ce sujet, c'est le rapport à l'incommensurable. Ou pour faire plus simple, la spiritualité. Et il se trouve que récemment, Marie s'est mariée religieusement. Donc oui, du coup, je me suis mariée il y a 1 semaine. Donc le mariage, il représente pour nous un engagement, mais surtout, c'est l'aspect religieux qui est important pour nous. C'est la première et seule raison, en vrai, de pourquoi on s'est mariés. Après, moi, personnellement, je trouve ça beau de se marier. Je trouve ça beau. Inconsciemment, enfin je me l'avouais pas trop avant, mais je pense que inconsciemment, étant donné que mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, que j'ai pas eu une super relation avec mon père, je pense que j'ai pas envie de faire ça et que du coup j'ai envie d'avoir une famille, d'être bien, que tout le monde soit en bonne entente et que de pas forcément reproduire le schéma que j'ai connu. C'est pas une des raisons de pourquoi je me suis mariée, mais ça accompagne ce souhait-là, quoi. Vous l'avez peut-être compris, Marie s'est convertie à l'islam et c'est une des raisons principales de cette décision de se marier. Bien plus qu'une simple formalité, le mariage dans l'islam, c'est un acte religieux. Il est la pierre angulaire de l'islam et il est considéré comme le socle d'une société saine. Alors quelle place a la religion dans ta vie, Marie ? Alors la religion, elle est arrivée, en fait, ça a été un chemin assez long, mais qui s'est fait en plusieurs étapes. Ça n'a pas été tout d'une suite. J'ai commencé un peu à m'intéresser aux religions en général. Je ne m'intéressais pas à une religion en particulier. Enfin, je m'intéressais un peu en surface, je rentrais pas réellement dedans, mais je commençais un petit peu à m'ouvrir spirituellement, en fait. Mais je retrouvais pas ce que les questions que je me posais, etc. Enfin, je me reconnaissais pas dans le christianisme. Du coup, ça m'est un peu passé. Du coup, c'était la période où j'étais pas très bien au top de ma forme non plus. Donc, j'ai eu une période un peu de redescente. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai aussi un peu lâché mes recherches. Ensuite, du coup, j'ai arrêté le lycée. Enfin, j'ai eu mon bac. J'ai fini mon année. Je suis partie. Et donc là, j'ai pris une année qui, de base, devait être une année sabbatique. Au final, j'ai jamais repris l'école. Et du coup, pendant cette année-là, pareil, j'ai eu un début d'année où ça allait un peu mieux. Et après, je commençais à retomber un peu dans ce dans quoi j'étais au lycée. Parce que le fait de ne plus avoir de cadre, en fait, de l'école, je me retrouvais toute seule chez moi. Tous mes amis étaient à l'école. Donc, il y a un petit choc aussi qui se passe. C'est une deuxième remise en question qui arrive.
Et donc, du coup, je me suis réintéressée un peu aux religions. Mais c'était toujours un peu en surface. Enfin, j'en parlais pas, quoi. Je faisais vraiment ça juste de mon côté, je m'intéressais un peu. Et donc, j'ai commencé à plus m'intéresser à l'islam à ce moment-là. Et j'ai une amie musulmane. Et du coup, on en parlait un peu ensemble. Je lui posais des questions, puis je lui posais de plus en plus de questions. Je m'intéressais à plus de choses. Et plus le temps passait et plus je m'intéressais, plus en fait les questions, parce que c'était quand j'étais la période où j'étais vraiment dans le bas, je me posais des questions existentielles, mais auxquelles j'avais aucune réponse et personne ne pouvait me répondre. C'était vraiment des questions où je pouvais ne pas dormir de la nuit. J'y réfléchissais pendant une semaine, je pensais qu'à ça. En fait, je me disais, mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi je suis là? Mais en fait, ça rend fou. Ça rend fou. Tu te poses cette question pendant une semaine, ça rend fou. Tu te dis, mais qu'en fait, quel est le but de ma présence sur Terre? Là, je vais à l'école, ok, super, génial, ça m'intéresse pas. Je vais travailler, je vais gagner des sous, super, pour manger, payer mon appart. Mais je vais avoir un appart, mais pourquoi? Quel est le but? Après, je vais peut-être me marier. Enfin, tout ça, ça avait aucun sens, en fait. Je me disais, mais pourquoi faire dans tous les cas? Enfin, là, autant demain, je pars en vacances et en fait, je m'en fous. Genre, autant que je profite, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, ouais, et ça, mais en boucle. En fait, je comprenais pas pourquoi j'étais là, je sais pas, je comprenais pas, en fait. Je me posais trop de questions comme ça. Et plus je m'intéressais, et plus la religion, du coup, elle répondait à ces questions. Et donc après, du coup, j'ai rencontré mon mari, du coup. Lui étant musulman, ça m'a fait une deuxième personne, parce que j'avais plusieurs personnes musulmanes autour de moi, mais qui n'étaient pas forcément pratiquants. Donc on n'en discutait pas, enfin c'était pas quelque chose qu'on abordait. Mais là, du coup, on en parlait vraiment et j'ai eu plus de réponses. Et ça m'a surtout amené à rencontrer des gens qualifiés pour me donner des réponses concrètes. Donc ça m'a permis de rencontrer l'imam de la mosquée d'Annecy, notamment. Et donc là, j'avais vraiment plus de réponses. Là, j'avais plus de réponses, j'avais plus d'outils. En parlant du coup avec l'imam, il m'a donné des choses à regarder, des films, il m'a conseillé des livres. Moi, pareil, de mon côté, j'ai acheté pas mal de livres. Et en approfondissant, c'est là que mes questions existentielles sont ressorties et où en fait j'ai eu les réponses, mais comme si c'était logique. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis dit non mais c'est bizarre quand même, c'est pas possible. En fait, ça m'a semblé logique. Alors moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de connaître ces réponses à ces questions existentielles. Alors, quelles sont-elles? La plus grosse question, en fait, de pourquoi j'étais là, en fait, on est dans l'islam, on est sur Terre pour... c'est Dieu qui nous envoie là, qui nous a mis ici, qui a créé la vie. Et nos bonnes actions, nos mauvaises actions sont comptabilisées pour après déterminer si on va en enfer ou au paradis. Et donc là, c'est dans les grandes lignes, mais ouais, du coup, on n'est pas là pour rien, en fait. On nous teste, c'est une épreuve, c'est voir comment on réagit face à certaines situations, aux épreuves de la vie. Et de voir ça de cet œil-là, je me suis dit, j'ai même pas réfléchi. J'ai même pas eu de réflexion dans le sens où je me suis dit, ah ouais, mais j'ai réfléchi à rien. Ça m'a vraiment semblé, mais logique. Comme si t'as un mot sur la langue, tu vois, et qu'on te dit le mot et que tu fais, ah purée, mais oui, c'est logique. Pareil, ça m'a fait exactement la même sensation. Et ça m'a fait sortir de toute la période de mal où que j'étais pendant tout le lycée. En fait, ça m'a vraiment apporté des réponses que je me posais depuis 5 ans. Et j'ai vraiment vu une différence. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Je suis hypersensible, donc ça décuple cette anxiété très agréable à vivre. Et ça m'a beaucoup apaisée. En fait, j'ai vraiment vu, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à croire sérieusement à la religion, en fait, j'ai intérieurement sentir un changement. Et donc, c'est ce qui m'a encore plus confortée à me dire, mais en fait, je suis là, ça y est, j'ai trouvé ce dans quoi je suis bien. Et j'ai trouvé, pour moi, le sens et la vérité. Le sens et la vérité, c'est un peu ce que nous cherchons tous. La spiritualité est une voie pour y parvenir, peut-être même la seule voie pour toucher
à l'essence du vrai. Certains diraient que la science en est une autre, mais la science travaille sur le comment, pas sur le pourquoi. Je le disais à Marie, moi j'ai tendance personnellement à me méfier de la religion. J'ai du mal avec le cadre. Pour moi, la spiritualité touche au cœur, à l'intime. Comme le dit l'auteur Stéphane Schillinger, passer de la religion à la spiritualité, c'est passer de l'adhésion à la croyance en l'expérience d'un autre, à la création et au plongeon dans sa propre expérience directe. Et je suis assez d'accord avec lui. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on ait besoin d'un cadre qui, s'il n'est pas perverti par l'ego de celui qui le pose, peut être un chemin vers la connaissance de soi et vers plus de sérénité. Curieux donc de savoir comment ce cadre se matérialise dans la vie de tous les jours pour Marie, par exemple. Ouais, dans l'islam, en fait, il y a la prière qui est 5 fois par jour. Donc c'est pour nous... En fait, la prière, c'est vraiment un moment où tu communiques avec Dieu. Enfin, t'es en face à face, quoi. Donc voilà, 5 fois par jour. Après, on voit l'islam comme une religion compliquée, où il y a beaucoup d'interdits. Mais c'est super simple. C'est super simple. Il y a la prière 5 fois par jour. Après, il faut être quelqu'un de bon au quotidien. Il y a des interdictions, entre guillemets, plus dans la vie de tous les jours, comme tout le monde le sait, pas manger de porc, l'alcool, fumer. Mais quand on y réfléchit, c'est des choses qui sont nocives pour notre santé. Donc ça reste dans du bon sens. Donc c'est pas des choses insurmontables, hein. Franchement, on s'en fait toute une montagne, mais c'est une religion qui est très simple, qui est très simple et qui est très bienveillante, et comparée à ce qu'on peut voir au quotidien, ce qu'on peut nous montrer plutôt. Mais c'est quelque chose une religion de bienveillance, de paix et d'amour. Prendre la décision de se convertir à l'islam aujourd'hui, c'est un choix courageux et c'est un choix difficile. J'imagine qu'on peut avoir le sentiment d'avoir des regards malveillants sur soi. La société française aujourd'hui, dans une majorité, ne porte pas un doux regard sur cette religion. La montée de l'extrême droite est indéniable et elle stigmatise l'islam. Est-ce que toi, Marie, tu sens que le regard est différent depuis ta conversion, que les gens portent un jugement hâtif ou malveillant sur toi? Alors moi, au niveau du monde extérieur, je ne l'ai pas ressenti parce que ça se voit pas. Ça se voit pas. Je suis tatouée déjà. J'ai les mains tatouées en plus, donc c'est-à-dire que même si je suis en pull, on va le voir. Donc de première vue, on devine pas ma religion. Mais je sais que c'est très très compliqué pour certaines personnes, surtout les femmes, parce qu'à partir du moment où il y a le port du voile, là ça se voit, quoi. C'est pas quelque chose qu'on essaye de cacher, mais quand ça se voit, ça se voit. Et les gens surtout en France, on le sait, hein, c'est pas très accepté. Donc je sais que c'est dur pour beaucoup de personnes. Moi, je l'ai pas encore ressenti. Après, en plus, dans mon entourage vraiment proche, je suis entourée de personnes, la plupart musulmanes, ou même si c'est pas de confession musulmane, qui sont très ouverts spirituellement, donc qui comprennent. J'ai eu des gens plus réticents, dans ma famille notamment. Du côté de mon papa, toujours assez compliqué. Ce que je peux comprendre. Je peux comprendre que avec ce qu'on montre, si on prend pas la peine de réellement s'informer de soi-même et qu'on veut pas faire l'effort de comprendre, on soit pas pour. Je peux comprendre. Je peux comprendre d'autant plus quand c'est ton enfant, que c'est un chamboulement aussi. Donc je peux comprendre. Après, faut faire l'effort de se renseigner, de comprendre et de voir que en fait c'est pas du tout ce qu'on nous montre et tout va bien, quoi. C'est du positif. Et puis je trouve que la religion c'est quelque chose de personnel. Enfin, on n'est pas chez moi, je suis pas là à le crier sur tous les toits, à imposer quoi que ce soit à mon entourage. Ça m'a pas fait changer. Je suis toujours la même personne, en fait. Je suis toujours la même personne, mais en mieux.
Enfin, moi, je me sens en mieux, en tout cas. Ça m'a fait évoluer sur beaucoup de choses. Et j'espère que ça va continuer, d'ailleurs. Mais ouais, je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes. Après, il faut faire l'effort de comprendre, il faut être intelligent. Et ouais. Mais socialement, c'est compliqué. Moi, je le vis pas, personnellement. Pas trop, pas encore. Mais je sais que c'est compliqué pour certaines personnes et je trouve ça très, très désolant. Oui, socialement, ça doit être compliqué. Et puis, il y a la question du voile. Est-ce qu'on est obligé de le porter quand on est musulmane ? Ou est-ce que c'est une option ? Je ne sais pas vraiment. Donc, j'ai demandé à Marie. Moi, je le porte pas. Une femme en islam, c'est écrit dans le Coran qu'elle doit donc couvrir ses cheveux et son cou. Donc, du coup, le voile, quoi. Et après, il y a une certaine pudeur, mais c'est pas vis-à-vis. Alors, pour casser justement le préjugé, c'est pas vis-à-vis d'un homme. Là, je me suis mariée, c'est pas parce que je me suis mariée que j'ai mis le voile. Ça n'a rien à voir. Et à aucun moment, et dans aucun pays, sauf les pays où du coup ça oblige les femmes à me porter le voile, mais ça, c'est juste des gens qui ont eux-mêmes pas compris leur religion. À aucun moment, un mari ou un père ou un frère, un homme peut dire à une femme « tu vas porter le voile ». Si la personne fait ça, c'est que lui-même, il n'a pas compris sa religion. Et que c'est vis-à-vis de Dieu, en fait. C'est juste vis-à-vis de Dieu. C'est parce que Dieu l'a demandé. Comme Dieu nous a demandé de faire la prière 5 fois par jour. C'est tout. Et voilà. Mais après, pareil, je pense que le voile, c'est un cheminement. On voit plein de femmes musulmanes ne pas le porter, comme on voit des femmes le porter. Je pense que chacun fait un peu ce qu'il... est libre de faire ses choix. Pareil, c'est quelque chose que... on se préoccupe de ça beaucoup dans la société, alors que... voilà, quoi... le mec au travail qui est là, qui regarde BFM le soir, qui juge une femme parce qu'elle porte un voile et qui dit « ouais, c'est horrible, il y a que des voilés en France. Il va dormir pareil que si elle l'avait pas porté, quoi. » Ça va changer à ta vie. Laissez-nous tranquilles. On se préoccupe beaucoup de choses oui, en fait, ça revient à ce que je disais, la religion, c'est quelque chose de personnel. On le vit chez soi, avec notre famille, si notre famille est de la même confession, mais on va pas aller imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait. C'est pas du tout le but. Nous, en tant que musulmans, on est là pour transmettre le message. C'est tout. Donc on en parle avec les gens autour de nous, s'ils sont intéressés, parce que pareil, on va pas imposer un sujet de conversation comme ça. Mais on est là on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit aux gens. Quand je vois, par exemple, ça touche au système scolaire et à l'islam, mais quand je vois, par exemple, que là, ils ont interdit les abayas à l'école, je pense qu'il y a plus important à s'occuper. C'est des choses comme ça qui méritent d'être retravaillées, je pense. On est d'accord. Alors, la question du futur, on l'a pas posée encore. C'est pas parce qu'on est sur les plébéiens de Calreco qu'on ne va pas parler de 2096. Alors évidemment, j'ai posé la question à Marie, comment ça va se passer dans 73 ans ? Comment ça va se passer sur le plan écologique, politique, social, économique, religieux, spirituel ? Voici sa réponse. Alors, je me suis un peu préparée, j'ai essayé, du moins. Parce que c'est une question qui est dure, je trouve, dans le sens où moi, je sais pas si j'arrive à être si je pars plus sur quelque chose d'optimiste ou de pessimiste. J'ai du mal à imaginer. Mais du coup, ouais, si j'essaye de rester un peu optimiste, moi, j'imagine un monde plus ouvert d'esprit, qui s'attarde moins sur la vie de chacun et qui est plus juste ouvert à tous, mais dans le bon sens, où on s'occupe pas de ce qu'a fait machin pour tel truc, mais que juste, ouais, c'est cool, t'as fait ça, viens on discute, viens on partage, quoi. Donc ouais, un monde où on ne serait plus libre, à tout point de vue, à tout point de vue. L'écologie me fait peur. C'est un peu le côté où j'ai du mal à être optimiste. Franchement, ça me fait peur. Des fois, je suis ici, donc je suis en France, je suis chez moi, et je me dis, ok, non, mais ça va quand même, on fait 2-3 trucs, on essaye de nous à notre échelle, parce que c'est pas nous qui allons régler le problème en tant que
petite personne chez nous, quoi. Je me dis, bon, nous, on fait du mieux qu'on peut. On trie, on fait ce qu'on peut à notre échelle, quoi. Mais là, du coup, par exemple, je suis partie en vacances à Miami. Les États-Unis, ils sont à des années-lumière de là où nous, on est, en fait. Eux, ils te donnent 12 sacs plastiques quand tu fais tes courses. Ils ont des gobelets en plastique, les pailles en plastique, tout ça, chez eux, c'est normal encore. Il y a zéro truc en carton. Zéro truc en carton. Des sacs plastiques, mais en une journée, on allait faire les magasins, on avait au moins genre 20 sacs plastiques en rentrant. Ils t'en donnent un pour un pins. Donc quand je vois que des gros pays comme ça sont encore à ce niveau-là, alors que ça fait déjà des années qu'on a tiré la sonnette d'alarme, j'ai du mal à être optimiste. Mais bon, si j'essaye de l'être un peu, j'espère qu'on arrivera à limiter les dégâts, parce que je pense qu'il y a des choses qui seront un peu inévitables avec autant de retard, mais ça veut dire qu'il faut que beaucoup de grosses entreprises et gros pays fassent beaucoup d'efforts. Donc niveau écologie, je pense j'espère que ça ira mieux et qu'on va réussir à limiter la casse. Mais j'ai un peu peur en vrai j'ai un petit peu peur du monde que je vais peut-être laisser à mes enfants, quoi. Je me dis bon, déjà nous on nous donne pas une grande espérance sur Terre, donc là si on continue comme ça, j'ai un peu peur. Ah oui, si, un truc, j'aimerais bien que d'ici là il y ait une femme présidente. Ah, ça c'est mon rêve secret, mais je pense que ça pourrait apporter un point de vue très différent de ce qu'on a déjà connu. J'espère que toute la partie politique va être totalement virée, en fait, et repartir sur quelque chose de totalement différent, de nouveau, avec des gens qui sont pas des politiques de base et qui n'ont pas été formés pour être des politiques, mais qui sont des gens qui vivent comme nous, un quotidien de vraies personnes, pas dans un autre monde parallèle. Là, il faut des gens qui ont travaillé, qui ont gagné un SMIC et qui ont galéré à payer leur appart, en fait. C'est la dure réalité de la vie, mais que ces gens-là, ils n'ont pas connu. Donc, tu peux pas... Pour ça que d'un côté, je me dis, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi, parce qu'ils n'ont pas connu, ils savent pas ce que c'est que de vivre. Enfin, ils sont là dans une maison de fous, ils n'ont rien à payer, on leur demande 2-3 décisions... quand il faut passer à la télé, et puis voilà, quoi. Sinon, tout le reste, c'est n'importe quoi. Ça pourrait être cool d'avoir des gens qui sont sur le terrain et qui savent ce qui se passe. Enfin voilà, un peu ça pour chaque truc, quoi, mais que ce soit mieux géré avec des gens qui ont connu la vie, quoi. Mais tout à fait, une vraie démocratie avec des vrais représentants, tirés au sort par exemple, pourquoi pas. Bref, on est d'accord, virez-moi ces technocrates au service des oligarques au pouvoir. Ce que je note, moi, sans faire de ces propos de Marie un message global de la jeunesse qui nous serait adressé, mais je note un besoin de sens, un besoin de s'épanouir en tant qu'individu, un besoin d'être écouté, un besoin de bienveillance, un besoin d'humanité. Marie n'est pas la seule jeune adulte que nous avons rencontrée, d'autres témoignages vont suivre dans cette série des plébéiens, et je pense que vous pourrez constater que tous ces jeunes gens, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, n'ont pas la volonté forcément de contribuer sagement à remplir les poches des oligarques en question, sans se poser justement cette question du sens et la question de leur propre épanouissement. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir écouté cet épisode des plébéiens de Calreco.
Nous avons choisi de ne pas monétiser nos contenus parce que, dans notre idéal, nous ne souhaitons pas être dépendants des plateformes ou des annonceurs pour financer notre projet. Et c'est pas évident de garder cette ligne. Peut-être que nous finirons par craquer, rien n'est exclu, mais pour le moment, notre choix est de tenir cette indépendance en comptant sur votre accompagnement pour grandir et continuer à proposer du contenu que nous espérons de qualité. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Et si vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous donc sur Patreon, que nous avons bien l'intention de développer. Ça y est, c'est parti, on a déjà du monde. Nous aimerions en faire un lieu de rencontre et de discussion avec bien sûr du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via PayPal ponctuellement et bien sûr ce qui nous aide beaucoup ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc bientôt chez les plébéiens ou chez nos invités et d'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.